Le gilet pare-balles, tout le monde connaît son utilité. Mais est-ce que vous savez qu'il existe plusieurs types de gilets, avec des compositions différentes et donc des capacités d'arrêt de balles qui varient? Si vous pensez qu'un gilet pare-balles arrête toutes les balles, vous avez peut-être trop regardé la télé. Chaque gilet pare-balles peut être composé de différents matériaux et donc avoir des caractéristiques variables. Mais commençons par le commencement. À la base, ce qu'on appelle gilet pare-balles, c'est une protection qui va servir à protéger le torse et le dos en empêchant la pénétration des balles. Cette protection peut être un gilet en fibre, principalement du Kevlar, soit une plaque à base de métal, acier ou titane, ou dans d'autres cas, de la céramique, ou une combinaison d'un gilet plus une plaque. Mais on y reviendra plus tard dans la vidéo. L'origine de ce qu'on pourrait appeler l'ancêtre du gilet pare-balles ne date pas d'hier, puisque ça remonte au 5e siècle. Évidemment, je dis gilet pare-balles, mais c'était plutôt gilet pare-flèche, puisque les armes à feu, à proprement parler, sont arrivées bien plus tard. À cette époque, on superposait jusqu'à une trentaine de couches de lin qui étaient compressées pour résister jusqu'à 250 joules. Pour vous donner une idée, cela peut arrêter une 22 long rifle moderne. Puis l'arrivée de la cotte de maille qui existait déjà, mais couplée avec un gilet matelassé. Évidemment, on est loin de ce qu'on connaît aujourd'hui, mais pour l'époque, il y avait déjà de l'idée. Et puis les balles n'avaient pas la même capacité de pénétration qu'aujourd'hui. Et contrairement au conflit actuel, les soldats se battaient plus à la lame plutôt qu'au fusil d'assaut. Donc, rien qu'à ce niveau, on avait moins de chances de se prendre une balle. Logique. Mais bon, quand les armes à feu sont arrivées et se sont propagées dans le monde, c'était la seule protection qu'on avait. Certains ont tenté des expériences avec des couches de métal, mais au risque de vous spoiler, l'efficacité n'était pas garantie. Et niveau confort et mobilité, on repassera étant donné le poids. Donc, jusqu'à la fin du 19e siècle, aucune réelle protection n'existe contre les balles. Jusqu'au jour où un certain docteur George Goodfellow assiste à un duel au pistolet. Un des deux prend une balle en plein cœur, Goodfellow vient constater le décès du pauvre gars, et là il fait une constatation qui va marquer un tournant dans l'histoire du gilet pare-balles. Oh ben mince, il est mort. La victime avait dans sa poche au niveau du cœur un mouchoir en soie plié à plusieurs épaisseurs. Alors avant que vous vous disiez qu'il a été sauvé, ne vous emballez pas, il est mort sur le coup. Mais ce que Goodfellow a vu, c'est que le mouchoir n'a pas été traversé par la balle. La balle a poussé le tissu sans le déchirer, comme une autre matière l'aurait été. La conclusion de tout ça, c'est qu'en plus d'être très légère, la soie avait une capacité de résistance et donc pouvait dans une certaine mesure ralentir la balle de par ses fibres. À partir de là, le docteur mène son étude sur le sujet, puis son travail est repris des années plus tard, mais la soie reste très chère et il n'y aura pas de fabrication à grande échelle. Quelques gilets sont conçus de façon artisanale mais résistent qu'au petit calibre. Arrive ensuite la Première Guerre mondiale et les quelques protections qu'on retrouvera seront des concepts qui seront plus ou moins efficaces, des gilets en métal qui ressembleront fortement aux armures de la Renaissance pour les Français, alors que les Américains tenteront la boîte de conserve, mais avec cette fois des angles, qui, avec de la chance, pouvaient dévier la balle et aller toucher votre voisin. Ils sont prévus pour un. Vu le poids et l'encombrement, on comprend bien pourquoi ces systèmes n'ont pas été développés plus loin. Ensuite, dans les années 1920-1930 aux États-Unis, un certain Al Capone, qui fera parler de lui dans le milieu de la mafia, utilisera un gilet pare-balles rembourré avec de la soie, puisque lui, il était dans un milieu qui paye mieux que YouTube, donc il pouvait se le permettre. Ces gilets avaient une certaine efficacité avec les petits calibres. Voilà à quoi ressemblait un gilet pare-balles au début du XXe siècle. Les démonstrations se faisaient directement sur un assistant. Il fallait vraiment avoir une grosse confiance en son produit. Il doit marcher les jambes écartées. Ses testicules descendent maintenant sous ses genoux. Pour rappel, les munitions de l'époque étaient en globalité moins performantes que celles d'aujourd'hui, et ces gilets pouvaient arrêter certains calibres utilisés par les autres mafieux et les forces de l'ordre, comme le 32 Smith & Wesson ou la 22 long rifle. Je précise pour Jean-Michel Commentaire que évidemment des calibres plus puissants existaient déjà à cette époque, mais la police n'était pas forcément équipée de calibres ultra performants et perforants. Et puis ces gilets de protection n'étaient pas infaillibles. Mais c'est quand même en partie pour cette raison qu'à la fin des années 30, les forces de l'ordre aux États-Unis seront équipées de calibres plus puissants tels que le 357 Magnum. Par la suite, des gilets seront utilisés par les armées, notamment par les Américains lors de la guerre de Corée puis la guerre du Vietnam. Mais ces gilets seront en fait ce qu'on appelle des pare-éclats, car ils ne sont pas efficaces contre les balles plus puissantes utilisées à cette période. Donc ils auront l'utilité de limiter les dégâts en cas d'éclat quelconque, plutôt que de faire office de gilet pare-balles. On utilise ensuite du nylon qui sera capable de résister aux armes de pointe de l'époque, mais c'est à partir des années 70 que ce qu'on connaît aujourd'hui fait son arrivée. Le Kevlar. À la base, c'est un matériau conçu pour renforcer les pneus, mais une société l'utilisera dans des gilets. Cette société, c'est la société Dupont. Je sais que ce nom est très français, mais c'est une société américaine. Cette société ne vous parle peut-être pas, mais rien qu'à eux seuls, ils ont inventé le cellophane en 1927, puis le nylon, le téflon, le lycra, le tergal, et donc en 1970, ils utilisent le Kevlar inventé 6 ans plus tôt par une certaine Stéphanie Kolek. Dans les années 80, Dupont sort sa nouvelle génération de gilets qu'ils appelleront le Kevlar 129. Il sera capable d'arrêter du 9 mm FMJ. Quasi la moitié des forces de l'ordre de police américaines seront équipées quotidiennement de gilets pare-balles,
C'est à partir de cette période qu'une véritable efficacité est constatée sur le terrain. Le gilet en Kevlar continuera d'évoluer dans la moitié des années 90 et sera plus léger et plus résistant. Il existe plusieurs types de Kevlar, certains pour mieux résister aux balles, d'autres pour mieux résister aux couteaux et d'autres pour les objets contondants, comme les matraques, marteaux, etc. etc. Mais c'est à partir de la guerre en Afghanistan en 2001 que les États-Unis mettront en place des gilets pare-balles tels qu'on les connaît aujourd'hui. L'armée française arrivera sur ce conflit juste après, mais ne seront pas équipés comme les Américains. Ils porteront des pare-éclats, dont je vous parlais tout à l'heure, la frag. C'est un gilet qui permet de porter des plaques, mais qui n'est pas pare-balles. C'est important de dire que les forces de police et de gendarmerie françaises seront équipées de gilets pare-balles seulement à partir de 2002, alors que les Américains en portaient déjà dans les années 80. Il y a aujourd'hui plusieurs types de protection avec plusieurs niveaux de résistance. La norme la plus répandue est une norme américaine qui s'appelle la NIJ. Elle classe en catégorie l'efficacité de gilets et des plaques balistiques. Dans cette norme, on retrouve les gilets en fibre, que l'on appelle souples, et les plaques métalliques, dites rigides. Commençons par les protections souples. Elles sont constituées de fibres synthétiques, généralement du Kevlar, mais il existe d'autres fibres synthétiques. Ça a la particularité de garder les balles et les éclats qui vont avec. Il y a dans les protections souples deux niveaux, la 2A et la 3A. La 2A permet d'arrêter des balles jusqu'au 40 Smith & Wesson ou 9 mm par A, soit environ 700 joules. Et la 3A arrête jusqu'au 44 Magnum en arme de poing, soit environ 1300 joules. Pour précision, le 44 Magnum en arme d'épaule peut dépasser les 2000 joules. Les protections souples ont l'avantage d'être plus légères que les plaques rigides, plus confortables, puisqu'en étant souples, elles se déforment plus facilement avec les mouvements du porteur. Mais les inconvénients, c'est qu'elles sont chères. Elles ont une durée de vie limitée et doivent éviter les conditions de stockage difficiles pour éviter de perdre leur efficacité. Pour l'anecdote, après 2008, pendant la guerre d'Afghanistan, les Américains ont fourni aux troupes françaises leur stock de gilets pare-balles avec des plaques céramiques. L'inconvénient, c'est que les gilets donnés par les Américains étaient rincés. Ils avaient pris la transpiration et la flotte à cause de leur utilisation précédente. Les fibres de Kevlar sont sensibles aux sécrétions de transpiration et affectent l'efficacité, ce qui a eu des incidences pour les porteurs de ces gilets. Je n'en dirai pas plus. Bon, passons aux plaques rigides. Comme leur nom l'indique, elles sont rigides. Ah ouais. Constituées de métal, acier ou titane. Elles sont globalement moins chères que les protections souples, mais évidemment, plus on va chercher un niveau haut et plus le prix et le poids vont grimper. Une plaque en titane sera évidemment plus chère qu'une plaque en acier. Pour ce qui est du stockage, rien de particulier pour la durée de vie, pareil. Ça reste une plaque métallique, donc à moins d'avoir roulé dessus avec un camion ou l'avoir laissé 10 ans sous la pluie, on n'a pas les mêmes contraintes que les protections souples. Une autre chose à savoir sur les plaques rigides, c'est qu'il existe des plaques constituées de céramique et de fibres de Kevlar. La céramique va remplacer la couche de métal. Elles sont plus chères que les plaques métalliques, mais plus légères et vraiment efficaces. Au passage, on a fait une vidéo où on teste une plaque achetée sur AliExpress de niveau 4. Vous verrez à sa sortie dans 2 semaines. Le résultat est assez surprenant. Quand la céramique a pris des balles, elle se brise en morceaux. Elle est donc à usage unique. Elle perdra donc son efficacité, il faudra changer de plaque si on veut rester protégé. Alors qu'une plaque métallique ne s'effrite pas et peut être réutilisée, si elle n'est pas trop abîmée bien sûr. Le niveau 1 résiste jusqu'à du 300 joules, en gros ça arrête de la veine de long rifle. Le niveau 2 résiste jusqu'à du 800 joules, on peut espérer arrêter du 357 Magnum, toujours en arme de poing. Autant dire que ces deux niveaux sont aujourd'hui obsolètes puisque les niveaux de protection sont relativement faibles compte tenu des calibres utilisés aujourd'hui. Ça devient intéressant à partir du niveau 3 qui est très répandu, il va arrêter jusqu'à 3400 joules, soit tous les calibres d'armes de poing et une grosse partie des calibres de fusil d'assaut tels que le 5,56 autant et le 7,62 par 39 utilisé par le AK-47. Quand on passe à un calibre supérieur en balle blindée, il y a de fortes chances que les limites de la protection soient atteintes. Par exemple, une balle de 308 blindée aura de fortes chances de passer à travers. On a ensuite le niveau 4, donc le niveau maximum, qui est censé résister à 4000 joules, donc au calibre qui tape plus fort tel que le 30-06 Springfield en balle blindée, et donc toutes les munitions équivalentes ou inférieures évidemment. Après, il est évident que pour arrêter des munitions plus costauds comme le 50 BMG, pas sûr que le niveau 4 soit suffisant puisque c'est une balle qui peut vous taper à plus de 18 000 joules. Combien ? Autant dire que même si t'as taffé les abdos à la salle, cette munition t'ouvrira en deux sans forcer. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une plaque, ça se choisit en fonction de ses besoins. Un gars qui part faire la guerre n'aura pas les mêmes attentes en termes de protection qu'un policier qui va faire sa ronde. D'ailleurs, la plupart des forces de l'ordre sont équipées de gilets souples en 3A, sans plaque rigide, alors que les militaires au combat ont en plus du gilet 3A, une plaque rigide niveau 3 ou 4 pour être protégés au maximum. Selon ce que vous utilisez, vous pouvez rajouter une plaque anti-trauma pour éviter les lésions internes, et si votre protection ne garde pas la balle comme un gilet souple est censé le faire, vous pouvez rajouter un pare-éclat qui va retenir les éclats. Ça évitera de prendre des morceaux de balle dans le menton. Si vous ne comprenez pas ce que je dis, regardez la vidéo où on montre les dégâts causés par les éclats d'une balle. Bref, il y a des choses à dire sur le gilet pare-balles, je suis certain qu'il y aurait encore des infos à savoir, mais on pourrait y passer 3 jours.
N'hésitez pas à mettre en commentaire les précisions qui vous font plaisir. Je sais que ça en démange quelques-uns. Si c'est parfait, pensez à vous abonner, mettre le petit pouce en l'air pour le soutien et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo.